D'abord, je vais vous dire que j'adore votre prénom. Ah, merci. Donc, je suis allée voir votre film hier, qui est en compétition donc, au Festival du film francophone d'Angoulême. J'ai beaucoup aimé ce film. C'est un mélange de contes africains et de tragédie. C'est exactement ça. J'étais déjà très émue parce que je sentais bien que c'était une vraie tragédie, donc quelque part on n'allait pas s'en sortir. Et en plus, il y a vraiment deux scènes qui se sont entrechoquées, donc avec un autre film que j'adore. Tout d'un coup, de se dire « Ah, mais c'est Thelma et Louise !» J'ai été tellement ravie quand dans votre message, j'ai vu ce parallèle. J'attendais, j'espérais que quelqu'un le verrait et le soulignerait. Et ça venait pas. Et je me suis dit, bon, c'est que j'ai fait flop et on ne peut pas le sentir, ce parallèle. Alors, il faut dire que Thelma et Louise, j'adore ce film. Et moi aussi. On est obligé d'en parler quand même, parce que c'est un peu ce qui fait notre rencontre, en fait, parce que c'est vraiment ça qui m'a décidé à vous appeler, quoi, pour qu'on puisse échanger. Et cette scène, elle est mais ça se superpose sans se superposer, quoi, parce que c'est pas copié, c'est pas ça, c'est une autre histoire. Mais dès qu'ils découpent la voiture, oui. La voiture et puis tous les deux, alors qu'ils sont vieux, ça n'a rien à voir, en fait. Oui, mais c'est des vieux qui retombent en enfance parce qu'on leur a volé une jeunesse, parce qu'on leur a volé sûrement une enfance aussi, et qui viennent de se réapproprier leur vie et qui recommencent tout à zéro et ils se font plaisir comme deux gamins. Ils rigolent quand ils vont couper la bagnole. J'espère qu'on ne divulgage rien en disant couper la bagnole. Mais voilà, quand ils vont découper cette bagnole, c'est deux gamins en fait. Ils ont beau avoir les cheveux gris, ils ont beau avoir 70 ans et 65 ans. C'est deux gamins qui s'amusent, enfin, à qui on avait confisqué la vie et qui tout d'un coup ont repris le contrôle de leur vie. Alors ils s'amusent et en même temps, c'est un peu comme dans Thelma et Louise, on sait que ça va être tragique. Ils le savent aussi quelque part, sans le savoir. Mais est-ce que c'est si grave ? Est-ce que c'est si grave? Parce que de toute façon, maintenant, ils sont ensemble. Ici ou là-haut, ils sont ensemble. Alors, je ne sais pas quand est-ce va être diffusé le podcast, donc je vais éviter de dévoiler totalement les choses, mais c'est sûr qu'ils savent que ça ne va pas être une routine ordinaire où ils vont se trouver, et puis ils vont se poser, et puis faire la vaisselle, et puis faire à manger, et puis avoir un train-train quotidien. Ils sont au-delà de ça. Ils sont au-dessus de ça, ils sont au-delà de ça. Et c'est ça que je trouve beau aussi. C'est que cette impossibilité qu'on leur a imposée pendant toutes ces décennies, pendant presque plus de 40 ans quand même, fait les élèves quelque part, fait qu'ils ne peuvent pas tomber juste dans un quotidien banal d'un couple où on va faire ses emplettes et on vient cuisiner et puis on fait la vaisselle. Ils sont au-delà de ça et il fallait effectivement sublimer tout ça autrement, sans dévoiler les choses évidemment. Oui. Pour moi, leur choix, c'est d'une liberté incroyable. Alors peut-être qu'on peut revenir à vos origines. D'abord, où est-ce que vous avez grandi? Est-ce que le film a vraiment été tourné là d'où vous venez? Alors moi, je suis née et j'ai grandi à Dédougou, au Burkina Faso. Mon maître d'école à l'école primaire nous disait souvent c'est l'avant-dernier pays au monde, selon le classement des pays. Eh bien, moi, depuis que je suis adulte, quand je dis cette phrase, j'ai envie d'ajouter, ce n'est pas l'avant-dernier endroit où il faut aller. C'est peut-être l'avant-dernier en termes de ressources, en termes de beaucoup de choses, mais ce n'est pas l'avant-dernier endroit où il faut aller. Il y a énormément d'humanité, il y a énormément de belles choses et de belles personnes. Mais malgré tout, aujourd'hui, on est quand même dans un contexte en Afrique de l'Ouest, donc je suis burkinabé, Dédougou au Burkina Faso, et on est dans un contexte aujourd'hui de régression des libertés sociales, de régression de beaucoup de choses au nom de la résistance à ce qui est considéré comme un héritage colonial. Et pour utiliser des mots plus crus qui ne sont pas de moi, mais de la plupart des gens aujourd'hui, c'est une résistance à ce qui est considéré comme des dépravations occidentales, qui n'en sont pas. L'amour, ce n'est pas de la dépravation, l'amour, c'est quelque chose qui est beau. Peu importe l'âge, on peut aimer, peu importe le sexe. On peut être une femme et aimer jusqu'à 65 ans, 70 ans.
Et ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui pas tolérées là-bas, qui sont très mal vues, qui sont vues comme un manque de pudeur, comme un irrespect pour soi-même. Et le film se passe à Ouagadougou, à la capitale du Burkina. Moi, j'ai grandi à Dédougou, c'est au village, c'est en campagne. À la capitale, c'est peut-être un tout petit peu plus ouvert, mais pas du tout en fait finalement, puisque aujourd'hui c'est pas juste le Burkina, c'est pratiquement en Afrique de l'Ouest qu'il y a ce recul, il y a cette réduction considérable et progressive de l'escarcelle des libertés. Il y a beaucoup de choses qui sont considérées comme des faits de culture, même si ce sont des faits de nature, et, et le combat est de dire non, non. Oui, oui à la quête de souveraineté, oui à la quête d'horizontalité dans les rapports nord-sud, mais le désir, le sentiment amoureux, le corps qu'on habite, le corps qu'on aime, n'est jamais une décision, c'est pas un fait de culture. Le corps dans lequel on habite, qu'il nous convienne ou non, c'est pas un fait de culture, c'est des faits de nature. C'est pas des choix des personnes. C'est pas des personnes qui se lèvent un matin et qui se disent mon corps je m'ennuie dans ma vie. Qu'est-ce que je vais trouver pour moins m'ennuyer? Tiens, je vais changer de sexe ou tiens, je vais voir si je peux aimer l'autre sexe et peut-être je vais moins m'ennuyer dans ma vie. Ça, c'est archi faux. Ce sont totalement des faits de nature, qu'on les accepte ou pas. Après, on y met les mots qu'on veut. On peut dire, c'est de la déformation, la nature a mal travaillé, ou on peut juste accepter qu'on est juste tous différents et que la différence, non seulement est belle, et on n'est pas obligé toujours de la vivre sous le sceau du désarroi. Mais votre film, il pose aussi la question du regard de l'autre, en fait, d'être soi, et comment on peut être soi. Et la jeune fille le dit, c'est votre fille d'ailleurs qui joue le rôle. Oui, c'est ma fille qui joue le rôle. Elle se demande qui elle est. Et cette question-là, elle reste, elle est universelle, quoi, de qui je suis et comment je vais me construire. Oui. À l'intérieur ou à l'extérieur de la famille, à l'intérieur ou à l'extérieur de la société. À l'intérieur de son corps. Le corps qui est notre première assignation à résidence. La première prison, c'est le corps. Il faut apprendre à l'aimer. Si on l'aime, c'est tant mieux. Si on se trouve beau, c'est tant mieux. Si ce corps nous fait du bien, c'est tant mieux. Mais si on le trouve moche, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut en sortir? S'il est malade, je touche du bois, je ne le souhaite à personne. Mais si ce corps est malade et fait souffrir, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, la première assignation à résidence, c'est le corps. Et sauf que, donc, on a déjà ça. On a le poids de ce corps qu'il faut subir, qu'on l'aime ou pas, qu'il soit gentil, bon avec nous ou pas. Sauf que beaucoup de gens ont décidé qu'eux aussi vont avoir une décision sur ce corps. Eux aussi vont avoir une autorité sur ce corps. Comme si ce poids déjà n'était pas suffisant, il faut qu'eux y rajoutent le leur. Donc, on trouvera toujours quelqu'un pour trouver qu'on n'est pas suffisamment effacé, qu'on n'est pas suffisamment couvert quand on s'habille, qu'on rit trop fort quand on est une femme, parce que ça fait hystérique, attention, qu'on parle trop fort, ça fait une femme qui revendique comme ça fait un peu hystérique. On trouvera toujours quelqu'un pour avoir quelque chose à redire sur ce corps. Et remarquez dans les sociétés, sur les territoires, n'importe où, dès qu'il y a la guerre, dès que la société est un peu chamboulée parce qu'il y a une guerre ou autre chose qui fait que les choses ne tiennent plus à leur place. La première chose qui se trouve au cœur des enjeux, au cœur des dominations, au cœur des spoliations, au cœur des humiliations, c'est le corps. Et c'est généralement le corps de la femme. La femme qu'on viole, la petite fille qu'on viole, le corps de la femme qu'on marchande, qu'on vend, qu'on achète. Le corps de la femme, c'est vraiment un enjeu dans la société. Et on n'en parle pas suffisamment parce qu'on ne se pose pas suffisamment la question de ça. On ne s'y attarde pas. C'est comme une évidence, on est dans un corps et puis tout va bien et on n'y réfléchit pas assez, j'ai l'impression. Alors que, franchement, c'est... Vous avez une dédicace à la fin du film. Je vais relire ce que je l'ai noté. À ma mère. Voilà, ce film est dédié à ma mère dont je n'ai su comprendre la soif de liberté. C'est étonnant parce que vous avez fait c'est comme si vous faisiez un film sur la liberté et à la fin vous dites moi-même j'ai pas toujours compris ce qu'était la liberté d'une femme. Mais quand je dis que la société, que tout le monde veut avoir un droit sur le corps de l'autre, dans ce tout le monde, il y a les enfants. En tant qu'enfant, on trouve que si sa mère s'habille trop bizarrement, ça nous fait honte. Si notre mère commence à danser alors qu'il y a des gens, ça nous fait honte. On a besoin, en tant qu'enfant, que pour qu'on soit vraiment jeune, il faut que nos parents soient vieux.
C'est ça. La chose qui valide qu'on est jeune, c'est que nos parents sont vieux. Donc, si tout d'un coup, on a un parent qui s'habille de façon un peu extravagante ou qui se met comme ça devant des gens à danser et à faire... On en a honte en tant qu'enfant. On voudrait qu'il s'efface un peu comme les autres parents, qu'il ou elle ne fasse pas de bruit. Parce que sinon, il nous fait honte en tant qu'enfant. Donc, on est aussi du côté de ce pouvoir qu'on veut exercer sur le corps de l'autre. C'est tout le temps le pouvoir qu'on veut exercer sur le corps de l'autre. L'autre, quand il n'est pas couvert, on trouve que ça nous gêne. La question de la pudeur, mais c'est son corps. Et oui. Et c'était quoi le lien à votre mère alors? Parce que moi, enfant, j'ai parfois trouvé que ma mère aurait pu s'effacer plus, se marier, par exemple, rester dans un mariage, être la fille d'une femme, entre griffes d'une vieille fille, comme on dit. Je l'ai vécu comme une honte et comme un poids pendant mon enfance. Mais de quel droit? Mais de quel droit je l'ai vécu comme ça? C'était son corps, c'était pas le mien. Mais pourtant, je l'ai vécu comme ça. Pourtant, j'ai rêvé, enfant, adolescente, d'appartenir à une famille, entre griffes, honorable, digne, d'où le mot digne que j'utilise, que j'écris dans le scénario, où il y a un papa, une maman, des enfants et tout est respectable, honorable et il n'y a rien qui déborde et il n'y a rien qu'on peut avoir à redire. Et ça, c'est le poids de la société et du regard. Bien sûr. Et on l'hérite tellement vite, tellement tôt dans la société. En France, les femmes qui étaient seules avec un enfant, on les appelait les fimères. Et c'était la honte. Et ça a évolué, c'est pas si vieux. Ça prend tellement de temps et puis ça revient tout le temps, puisqu'on le voit, vous le parliez tout à l'heure de régression, et partout. Hein. Oui, bien sûr. Il y a ce travail tout le temps de revenir à... Et votre film, il parle vraiment, 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 vraiment bien de ça, je trouve. Parce que c'est un peu comme un huis clos. Je le voulais comme un huis clos, effectivement. Finalement, on est sorti, mais au départ, j'ai essayé de faire un scénario vraiment en huis clos, mais c'était compliqué. On a dû sortir un tout petit peu. Mais c'est vrai que 90% du film se déroule au même endroit, dans le même espace. Et je voulais que tout se passe dans cette cour et que dans cette cour, il y ait cette case de Mamie Yaba, cette maison de la grand-mère, mais qui est souvent filmée comme ça pour montrer le côté carcéral, l'enfermement de la grand-mère, ou même de Brahman quand il vient, sans divulgacher évidemment. Bon, je ne vais pas dire qui est Brahman, mais voilà, c'est vraiment filmé, c'est fait exprès, tous ces contre-plongées, pour vraiment souligner l'espace carcéral du lieu. Et elle est là, elle est enfermée à la fois dans son corps, dans cette case qui elle-même est enfermée dans cet espace exigu sur lequel il y a cette bonne femme qui n'est toute que sa fille, qui a une mémise terrible, terrible. Oui, et par la honte, en fait. Oui. Parce que rien ne doit bouger à cause du regard, puis des traditions, parce que dans le mariage aussi, il est hyper codifié. C'est ça, et puis c'est le regard de l'autre, quoi. Il y a les traditions, mais on revendique au nom des traditions, mais finalement, quand on regarde bien dans le film, c'est par rapport à la honte. C'est le qu'en dira-t-on? Qu'est-ce que les autres en face vont dire? Donc, c'est le regard de l'autre, quoi. L'autre qui, avec ce jugement-là, comme ça, une sorte d'épée sur la tête, sur notre tête, quoi. Alors, sans raconter le film, peut-être vous pouvez dire comment vous est venue l'idée de ce scénario? Tout à fait. C'est né vraiment, je suis, parce que je vis en France et je pars en vacances avec ma fille qui joue donc le rôle de Nati, presque son propre rôle, même si ce n'est pas forcément une histoire vraie. Donc, je surprends cette discussion entre ma fille et ma fille qui essaie de convaincre sa grand-mère qu'elle peut s'habiller un peu mieux que juste ces gros boubous, parce qu'elle trouve que c'est des gros boubous et que tout est couvert, il faut se recouvrir, tout voiler, et qu'elle a le droit. Et surtout qu'elle a vu qu'au marché, il y avait un vieux monsieur qui, avec sa grand-mère, se regardait un peu trop avec insistance. Et elle pensait qu'il y avait peut-être potentiellement quelque chose. Et elle disait, mais si, tu as le droit, Mamie Yaba, on va y aller, tu vas te faire belle, on va aller au marché, on va aller lui dire bonjour, et puis ça va bien se passer. Et puis tu as le droit. Et ma mère qui disait, non, mais n'importe quoi, mais tu vas arrêter. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais tu te fais des idées. Et j'ai trouvé ce moment tellement beau. J'ai trouvé une vraie tendresse dans ce moment. Et à la fois, un vrai désir d'une petite adolescente, au nom du fait qu'elle croit à la liberté, de vouloir mettre un coup de pied dans la fourmilière et dire non, mais ça ne va pas se passer comme ça, la société ne va rien nous imposer, on est sur Terre pour vivre ce qu'on a à vivre et on va vivre ce qu'on a à vivre. Comme ça, dans la volonté et dans l'élan d'une petite fille envers sa grand-mère, j'ai trouvé ça beau et fort.
Et je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais en faire. Et c'est à partir de là que j'ai commencé cette réflexion sur le corps. Et à me dire, mais effectivement, le corps, cet enfermement du corps, on est déjà enfermé dans un corps. Est-ce qu'il y a besoin que d'autres viennent imposer des choses? Est-ce qu'on a même on a le droit de laisser d'autres imposer des choses à ce corps qui lui-même nous impose déjà des choses? Et c'est parti de là et j'ai eu ce désir qui s'est transformé en un désir d'écrire pour défendre ce propos que le sentiment amoureux et le désir n'ont pas d'âge pour s'exprimer de façon belle et vertigineuse, y compris chez une femme, y compris si elle a 65 ans ou 70 ans, y compris chez une petite fille de 16 ans, le corps qu'elle doit aimer, le sexe qu'elle doit aimer, le corps dans lequel elle doit être et qu'est-ce qu'elle fait de ce corps. Et elle a le l'image droit. aussi, l'image d'une femme, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est avoir des cheveux courts, avoir les cheveux longs, avec Oui, des c'est ça. rajouts ou pas? C'est ça. Et c'est marrant parce que sa mère lui dit va te faire tresser tout le temps avec ta coupe de garçon. Mais elle-même, elle dit à Brahma, vous avez enfin décidé de montrer vos cheveux. Enfin, c'est vraiment, il y a plein de petites références comme ça qu'on peut remarquer ou pas dans le film, où il y a vraiment un rapport au corps qui est construit, mais de façon très pudique et sans vouloir jamais surligner les choses. Est-ce que ça cache pas aussi des peurs de celui qui peut s'éloigner s'il a vraiment entièrement la liberté de son corps? C'est aussi la liberté du chemin et de partir. Parce qu'on sent bien que la famille, faut qu'elle reste... Est-ce que c'est ça? C'est comme ça au Burkina Faso? Est-ce que ça fonctionne par famille? Les familles restent ensemble? Tout à fait. Encore aujourd'hui, dans les très grandes familles, dans les vieilles familles, les garçons ne partent pas. Les garçons restent dans la cour et on hérite la cour de génération en génération et les garçons restent. Alors, ce n'est pas toutes les familles, hein, ça se modernise et ça change beaucoup, mais ça existe encore quand même, où on reste, on fait des enfants et ensuite le premier fils, du premier fils va rester et de génération en génération. On ne veut surtout pas casser le socle. Le socle, le repère, qui est à la fois le repère familial, traditionnel et les us et coutumes. Il y a une peur, vous utilisez le mot peur, mais c'est exactement ça. Il y a une peur d'une bascule, il y a une peur de disparaître dans l'identité de l'autre. Il y a une peur que l'identité de l'autre vienne manger qui nous sommes. Et au nom de cette peur, on ne questionne plus. On tombe dans une forme de pensée unique. Et tout ce qui, de près ou de loin, donne l'impression de pouvoir s'identifier un tout petit peu à une forme d'héritage ou de greffe occidentale, doit être farouchement rejeté, combattu, nié. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi la peur de l'amour finalement? Parce que ce qu'on comprend, c'est qu'il y a l'amour et puis il y a les mariages arrangés. Oui. Et finalement, toutes ces femmes, mais aussi ces hommes, parce qu'on parle des femmes, mais les hommes aussi, hein, finalement, ils sont embarqués dans le même bateau, puisque eux aussi peuvent tomber amoureux Oui, bien sûr. d'une femme et puis être obligés d'épouser quelqu'un d'autre. Donc, est-ce qu'il n'y a pas ce truc de se dire, voilà, moi j'ai renoncé à l'amour quelque part, et à force de renoncer, peut-être qu'on en a peur parce qu'on ne sait plus ce que c'est non plus. On peut pas, si on commence à s'ouvrir à l'amour, c'est terminé, quoi. Tout explose. Ce qui se passe d'ailleurs dans le couple âgé, hein, finalement, ils veulent refaire vivre tout ça. Je peux pas répondre sans d'abord dire que vous êtes une journaliste incroyable, franchement. Parce que là, vous mettez des mots, mais qui me touchent profondément. Il est incisif, votre regard. C'est exactement ça. Peut-être parce que je ne suis pas journaliste. C'est votre film. Je parle juste de ce que j'ai vu aussi dans votre... Mais c'est tellement touchant pour moi que vous voyez ces choses-là et que vous mettiez ces mots si justes là-dessus. Oui, il y a une peur de l'amour, bien sûr. Parce que l'amour, ça libère aussi. Parce que l'amour, c'est s'écouter soi. Si on écoute son cœur, on s'écoute soi. Et si on s'écoute soi, on échappe à cette organisation sociale, sociétale, qui, elle, veut que rien ne bouge. Et c'est tellement un chemin long de... Un chemin vers soi. Ouais, le chemin vers soi, ouais. Oui, c'est exactement ça, c'est le chemin. Mais moi, j'ai pleuré à la fin de votre film, hein, vraiment. Hein. C'est la vie aussi, quoi. Là, le fait d'être incarné dans son corps et aussi d'avoir peut-être cette destinée, je ne sais pas, enfin, il y a le corps, mais il y a vers quoi on est amené. Vous avez bougé, par exemple. Oui. Vous avez dû bouger. Moi, j'ai beaucoup bougé. Je suis née à Dédougou, je suis allée à la capitale. De la capitale, je suis arrivée en France. Puis depuis, je fais ce métier qui fait que je cours tous les continents et que je suis un peu partout. Et comment vous avez pu faire ce métier, justement Comment ça se passe pour une j'ai jeune... pas fait d'école de cinéma parce que
Ça, c'est quelque chose qui est assez commun. C'est que dans tous les pays du monde, les écoles de cinéma sont réservées à une certaine élite. Hein. C'est les enfants d'une certaine catégorie sociale et j'en suis pas. Donc, j'ai pas fait d'école de cinéma. Mais moi, depuis mes 5, 6, 7 ans, je disais que je ferais des films quand je serais grande. Moi, j'ai une histoire intimiste avec le cinéma parce que j'ai grandi dans la cour de mon oncle qui était une sorte de figure locale, comme ça, figure tutélaire de l'islam mandingue. Mais à la fois, c'était juste chez nous qu'il y avait une télé. C'était une télé noir-blanc hein, à l'époque. Et mon oncle avait beaucoup de femmes, donc beaucoup d'enfants. Et les soirs, la seule distraction qu'on avait, c'était cette télé. Donc, on se lavait vite, on faisait nos corvées, on se lavait, on venait s'asseoir. La télé était au fond de la salle. Et nous, les enfants de la cour de mon oncle, et les pièces rapportées, comme moi, et les enfants des voisinages, parfois on pouvait être une quarantaine, voire plus, on venait tous s'asseoir à même le ciment froid. Et entre la télé et nous, sur le côté, un biais, il y avait un canapé et il y avait mon oncle installé dans ce canapé avec sa télécommande dans la main. Et quand il y avait les scènes de violence, d'ailleurs, ça ne préoccupait pas plus que ça qu'il y ait des enfants qui regardent. Mais dès qu'il y avait des scènes un peu équivoques, de gens qui s'embrassent ou que ça annonçait un peu plus, il aurait pu éteindre d'ailleurs. Il n'éteignait pas. Il se tournait et il nous auscultait comme ça. Il cherchait parmi nous quel enfant portait le démon, en gros. Quoi. Quel enfant continuait de regarder l'écran. Quel enfant était suffisamment tordu pour continuer de regarder. Soi-disant tordu. Voilà. Et là, il fallait disparaître tout en restant sur place. C'est-à-dire qu'il fallait faire mine de chercher sa chaussure, de parler à son voisin, de se gratter la tête. Enfin, il fallait faire en sorte de dire, je ne regarde pas l'écran. Oui, ça m'intéresse pas. Je fais autre chose. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Et en général, il trouvait assez souvent qu'il y avait un qui n'était pas totalement sain. Et il éteignait toujours. Il avait ses veines comme ça, saillantes comme ça. Et moi, dans mon impression d'enfant, j'avais l'impression que c'était une sorte de pouvoir quand il appuyait sur la télécommande pour éteindre. Il éteignait toujours en nous virant et toujours avec cette phrase qui m'a beaucoup marqué. Quand il éteignait, il disait toujours « De toute façon, pour les Blancs, il n'y aura pas de jugement, c'est l'enfer direct. » Et on sortait de là, parce que c'était notre seule distraction. Donc, on sortait de là et les autres enfants maudissaient entre griffes le blanc pour son impudeur, parce que du coup, on ne pouvait pas aller au bout des films. On ne voyait pas le début des films, puisque la télé ne nous attendait pas, et on ne voyait pas la fin, parce qu'en général, mon oncle éteignait et nous virait. Et moi, depuis l'époque, je disais, moi, quand je serai grande, je vais faire des films. Et je crois que, je voulais récupérer le pouvoir de cette télécommande, enfin. Et 2, je voulais enfin décider quand ça commence et quand ça finit. Moi, mon histoire avec le cinéma, c'est vraiment ça. Donc, j'ai travaillé, j'ai fait des études, j'ai travaillé. Qu'est-ce que vous avez fait comme études? J'ai fait lettres modernes et ensuite spécialisation gestionnaire de centre de documentation. Et c'était facile de faire ces études-là pour une femme Non, pas spécialement. Non. Ensuite, en plus, j'ai eu ma fille très jeune, donc non, pas spécialement. C'était assez dur. Pendant mes études, j'étais serveuse pour pouvoir financer mes études le soir. Et c'était très mal vu, c'était très critiqué. Mais bon, c'était ça ou le mariage avec quelqu'un que je n'avais pas choisi et ça m'intéressait. Et donc ça, c'est finalement peut-être la force et la liberté de votre maman qui vous a permis... Ah oui, elle m'a transmis une vraie liberté et je ne m'en étais pas rendu compte et ma fille m'a dit, c'était la semaine dernière, nous sommes une génération de femmes libres. Mamie Abba t'a transmis une liberté que tu m'as transmise, j'ai trouvé ça tellement beau. Et oui, elle m'a transmis une liberté, cette femme qui a osé dire, moi je serai célibataire, fille-mère dans cette société qui voit ça d'un si mauvais œil et tant pis si on me crache dessus, tant pis si on ne m'enterre pas, puisqu'il faut savoir qu'il y a cette scène dans le film que les femmes qui ne sont pas mariées, on refuse de les enterrer. Elles sont enterrées par d'autres femmes non mariées, considérées comme sales. Et moi, j'ai cette phrase en tête que ma mère disait quand j'étais enfant. De toute façon, s'ils ne m'enterrent pas, c'est tant pis pour eux parce que c'est eux qui auront à subir mon odeur. D'où cette phrase dans le film quand elle dit c'est l'odeur. En fait, j'ai pris des morceaux de vrai que j'ai tissés ensemble pour créer un nouveau motif. C'est vraiment ça. C'est ça, la fiction. Donc, votre fille, elle n'avait jamais fait de cinéma avant? Alors, elle a fait le conservatoire à Paris. C'est son premier gros rôle où elle a le rôle principal, mais elle a fait des petits rôles et des figurations. Et elle aussi sait depuis toute petite qu'elle veut être actrice. Parce que vous, c'est votre premier long métrage de fiction, mais, oui. mais vous avez fait du documentaire 4 avant. 4 longs métrages documentaires avant, oui. Et c'était à peu près les mêmes thèmes, ces documentaires? C'est vrai que c'est beaucoup la cour. Je m'en étais pas rendu compte. C'est ma monteuse qui m'a fait prendre conscience de ça. Ma monteuse sur les invertueuses qui m'a dit, mais en fait, tu reviens toujours à la cour, à part le loup d'or de Balolé qui se passe dans une mine. La cour, c'est... La cour, c'est l'espace familial. Mais la cour enferme. Et dans la cour, il y a des cases qui enferment. Et dans ces cases, il y a des corps qui enferment.
c'est vraiment un enfermement comme ça, par spirale, quoi. À l'intérieur, avec la famille, on peut être enfermé. À l'extérieur, on va vers la liberté, mais on est en insécurité. Cette insécurité, elle est de plus en plus forte, non? Est-ce qu'elle ne vient pas renforcer la peur encore et le repli sur soi de rester chacun dans sa famille et dans sa cour? C'est ça le paradoxe, en fait. Oui, et puis le vrai paradoxe aussi pour moi, c'est surtout qu'il y a donc ces djihadistes-là qui arrivent et que tout le monde craint. Et qui viennent pour restreindre encore plus les libertés et qui défendent toutes ces restrictions de liberté sociale. Et paradoxalement, on veut pas d'eux, mais on continue quand même de défendre toutes ces restrictions-là au nom des us et coutumes. Enfin, c'est très contradictoire. La famille, la fille de Mami Yaba ou la mère de Nati dans le film, tout ce qu'elle défend, c'est finalement ce que les djihadistes viennent défendre, mais en puissance 10, quoi. Mais ce n'est que ça, en plus gros et en plus fort, finalement. Il pourrait totalement prendre le problème à l'envers et dire on veut la liberté et on ne veut pas des djihadistes. Donc, on va complètement inverser les choses et on va se dire non, puisqu'ils arrivent, on va se libérer. Et puis finalement, ça, on n'en veut pas, et puis ça, on n'en veut pas. Mais non, c'est ça que je trouve très, très paradoxal. Et sauf que c'est comme ça dans la vraie vie, mais c'est rarement conscientisé, en fait. C'est le contrôle Oui. sur soi et sur l'autre. Oui, et puis c'est aussi des héritages très, très forts qu'on continue de perpétuer sans jamais se questionner là-dessus. J'ai vu un très beau film à ce festival où, en fait, finalement, c'est par le savoir et par le savoir, par l'éducation, par le fait de lire et de savoir écrire, qu'on apprend, qu'on acquiert la notion de liberté. Il y a un peu de ça, en fait. Et de la culture aussi, parce que Oui. votre dernière... Enfin, pour moi, c'est ça, le fait qu'ils aillent sur scène transmettre et on se dit waouh, c'est comme les filles, hein, comme Thelma et Louise elles vont mourir parce qu'elles vont sauter dans le vide, quoi. C'est un courage inouï d'aller au bout des choses et de pas revenir en arrière. Et alors, je sais pas si on peut parler de courage ou de bêtises parce qu'ils auraient peut-être pu continuer à vivre aussi, mais moi moi je trouve que ça aurait été dommage. Moi, je les vois pas. Pour moi, ils sont au-delà de ça. Moi, je les vois pas tomber dans le Mamie Abba qui fait à manger, qui fait la vaisselle et qui attend Brahman. Toute cette privation, toute cette impossibilité sur autant de décennies. Pour moi, ça les a amenés et surtout cette force qu'ils trouvent. À partir du moment où ils trouvent cette force, pour moi, c'est déjà des anges quelque part. Ils ont poussé des ailes quelque part. Et donc, je ne les vois pas aller s'installer dans la banalité du quotidien, à faire à manger, à faire la vaisselle. Oui, leur conscience, elle est tellement Oui, grande, voilà. tellement élargie. Vous avez tourné où? À Ouaga. Tout est tourné à Ouagadougou. Il n'y avait pas les moyens. C'est un film... pendant tout le tournage, on avait 0 budget. Hein. Il n'y a pas eu un centime de financement. Il y a eu un achat Canal+, qui a permis de financer la post-production. Mais tout le tournage est à fond propre, sur mes petites économies, et il n'y en avait pas beaucoup. Il faut savoir que ce film... tout le budget de tournage, si je ne compte pas la post-prod, tout le budget de tournage, c'est le salaire d'un chef-op sur un film normal, quoi. On sent bien que le budget, il n'est pas, Oui, c'est fait avec il des est bouts pas de là. ficelle. Mais pour moi, c'est un beau film avec le budget à allouer, quoi. Et vraiment, la dernière partie, mais elle est incroyablement hollywoodienne. Mais moi, je pense que le spectateur, qu'il le veuille ou pas, à un moment donné, est amené à se poser cette question que j'ai été amené à me poser. Qu'est-ce qui prime le plus? Parce que, est-ce que c'est... aujourd'hui, il y a des moyens, dès qu'on a un peu les moyens, il y a la possibilité matérielle de faire des choses très, très abouties, très, très maîtrisées. Et on en est loin dans ce film-là. Donc, on peut presque se dire, mais pourquoi l'avoir fait? Mais ça pose la question, qu'est-ce qui est primordial, ce qu'on fait? Est-ce que c'est des coquilles, ce qu'on crée, c'est des coquilles... je ne vais pas dire vides, mais en tout cas des coquilles comme ça, esthétiques, destinées... Presque parfaites. Voilà, parfaites, esthétiques, plastiques, destinées à la fois au loisir et pour la beauté du regard. Ou est-ce que ce sont des armes? Ce sont des armes qu'on prend parce qu'on est dans une société où il faut des armes et c'est une belle arme parce que face au fusil, on peut opposer un micro. Et puis le montage, il est beau. Enfin, je veux dire, les plans sont beaux.
Fait avec 3 fois rien. Ouais, voilà, c'est ça. Et même les balades dans la ville, enfin, je veux dire, ça dit quelque chose de la façon de vivre. C'est presque documentaire aussi, quelque part. Oui, La, tout la- à fait. la balade Parce pour aller que faire les courses. oui, oui, oui. Parce que comme on n'avait pas l'argent d'écrire vraiment, de réaliser vraiment les choses telles qu'elles étaient écrites, on arrivait et puis le réel nous rattrapait, le réel de finances, et on était obligé de substituer et de faire avec ce qu'on pouvait pour remplacer ce qu'on ne pouvait pas. Donc, il y a un côté documentaire, tout à fait. Mais voilà, encore une fois, avec ce film, on est obligé tous de se poser cette question. Qu'est-ce qui prime? Est-ce que c'est l'esthétique? Est-ce que c'est l'objet divertissement? Ou est-ce que c'est l'impact, l'arme qu'on en fait pour essayer de faire bouger des lignes? Moi, je dis souvent, vous savez, en Afrique, il y a des kauris. Et des kauris, c'est des sortes de grosses perles comme ça, qui sont blanches et qui ont les rebords qui sont aiguisés, qui sont tranchants. Et moi, j'aime beaucoup comparer le cinéma que je fais à une kauris qui serait comme ça, j'étais sur le bord d'une route, euh, parce que dès qu'il y a un peu de soleil, ça reflète, ça fait un éclat, et celui qui passe, il est obligé, ne serait-ce qu'une seconde, de tourner la tête pour se demander, ça fait un éclat qui attire son regard et il est obligé de le regarder. Et donc, le cinéma que je veux faire, moi, que je veux proposer, c'est cette kauris au bord de la route qui oblige à tourner le regard le temps d'un film, qui a les rebords tranchants comme un sabre, qui va venir mettre un coup de sabre dans cette société là où il faut en mettre parce que ça fait mal. Parce que si on ne fait rien, ça fait mal aux gens d'être enfermés dans leur corps, ça fait mal aux gens d'être enfermés dans leur vie, ça fait mal aux gens d'être à la merci de d'autres qui veulent décider à leur place. Et en même temps, cette kauris, parce qu'une kauris, en fait, c'est dans son ADN. 1000 personnes peuvent la piétiner, 10 000 personnes peuvent la piétiner. Si on revient 10 ans après, sa blancheur ne bouge jamais, son éclat ne bouge jamais. Et le cinéma, c'est ça et reste ça. C'est-à-dire que cette arme, cet outil, cette épée qui est là, et 10 000 personnes peuvent marcher là-dessus. On ne pourra pas ternir son éclat. Et le temps d'un film, ceux qui passent seront obligés de tourner le regard et de se poser une question, de se poser la question qu'il faut se poser. C'est vraiment le cinéma que j'essaye de faire. Et ouais, pour moi, c'est essentiel. C'est aussi un film essentiel parce que c'est vous qui l'avez fait. J'avais vraiment la sensation que c'était quelqu'un du pays qui regardait son pays, qui regardait sa famille, ses familles, et qui disait bah, ça j'aime, mais ça j'aime pas. C'est exactement ça. Alors, Merci. on est quand même dans un monde en joie. Oui. Mon podcast s'appelle Un monde en joie. J'adore. Est-ce que vous avez une musique ou une chanson qui vous met en joie? Ah bah, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Je dirais la chanson que chantent mes tantes dans mon film documentaire Albianat, qui rappelle qu'on est appartenance, qu'il existe plusieurs types de possessions sur Terre, mais que la vraie possession, c'est celle de l'appartenance qu'on reçoit, qu'on transmet, et qu'on est petit, qu'on n'est pas ni le début de quelque chose, ni la fin de quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire l'appartenance? Elle nous chante ça quand on est enfant pour qu'on n'oublie pas de revenir, pour qu'on n'oublie pas, pour qu'on ne se détache pas, pour qu'on reste attaché à la terre, mère et aux racines, aux origines. Je pense que c'est important d'avoir des ailes pour voler. C'est important de revenir se poser aussi. Et cette chanson me rappelle ça, moi qui suis partie. Et si vous avez une image ou une photo, quelque chose un dessin, une image qui vous met en joie, ce serait quoi? Ah, ça, c'est les dessins de mon fils. Ça. J'ai mon fils Galiam qui fait des illustrations, il fait des images un peu psychédéliques. Et dès qu'on parle d'images, forcément, je pense à lui parce qu'il est très, très bon. Il dessine depuis qu'il est très, très jeune. Et, et il aime bien inverser les codes. Il aime bien une forme d'hybridation dans ses dessins. Dessiner un homme avec quelqu'un qui va avoir une tête d'homme et un corps de femme de façon un peu suffisamment extravagante pour qu'il n'y ait pas de doute.
ou mélanger les couleurs. Il aime bien l'hybridation dans ses dessins et ça me fait toujours rire, mais dans ce rire, il y a toujours énormément de tendresse parce que c'est un adolescent et qu'il essaye, parce qu'il est adolescent, de bien montrer qu'il est adolescent et qu'il est... Parce qu'il a besoin de... Pour affirmer qu'il est adolescent, il faut qu'il fasse l'adolescent con, un peu. Il faut faire des blagues un peu limites, qu'on prend sur Internet, pour bien montrer qu'on est adolescent et bête. Et bête, voilà, c'est ça. Complètement bête. Exactement, je n'osais pas le mot parce que c'est une interview, mais c'est exactement ça. Et en fait, et puis il y a sa mère qui fait ce dessin qui trahit qu'au fond, il y a une sensibilité et que je n'ai pas besoin de m'inquiéter plus que ça et qui va sortir de cette bêtise affichée et jouée finalement. Et qu'est-ce que c'est la joie pour vous ? La joie pour moi, c'est être connecté à soi-même. C'est être débarrassé des contraintes. C'est surtout définir soi-même quelle place on fait aux autres dans sa vie, à côté de soi, dans son environnement physique, à quel moment. La joie, pour moi, c'est être soi et avoir la liberté. Et il faut se la créer, cette liberté. Elle n'est pas donnée, il faut l'arracher. De pouvoir se lever le matin et définir là où on veut être, comment on veut y être, quand on veut y être, sur quelle durée, et qui on y tolère et qui on n'y tolère pas. Quand on a tout ça, on a la vie. Et la vie, c'est la joie. On met tellement de temps à se rencontrer soi-même. On met tellement de temps à se connaître, à finir par commencer à se connaître soi-même. Et on n'a jamais fini de se connaître soi-même. Sinon, on ne dirait pas la phrase « je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça ». Mais parce qu'il y a une part de toi que toi-même, tu ne connais pas encore. Et alors, quand on a la chance de commencer enfin à se connaître un tout petit peu, à quel moment on ne s'écouterait pas? À quel moment on laisserait d'autres décider? Non, certainement pas. Vraiment pas. Quand vous parliez de la chanson tout à l'heure, j'ai senti une émotion sur le fait de pouvoir s'envoler, mais aussi de revenir à ses racines. Est-ce que ça a été douloureux pour vous de partir? Est-ce qu'il y a des raisons qui ont fait que vous partiez de votre pays natal? Vous êtes arrivé en France à quel âge? Moi, je suis arrivée tardivement. En fait, j'ai épousé un Français avec qui on a vécu au Burkina, on s'est mariés, on a eu mon fils Galiam ensemble. Ma fille, je l'avais avant, je l'ai eu très très jeune. Et j'ai épousé un Français que j'ai rencontré au Burkina. On s'est mariés au Burkina. On a vécu au Burkina. On a eu notre premier enfant ensemble au Burkina. On est divorcés aujourd'hui. Et c'est pour des problèmes de santé qu'on est venu en France parce que moi, je faisais de l'asthme et je n'avais pas un bon suivi au Burkina. Et je suis venue en France. Donc, on est venus ensemble et on a eu notre dernier fils ensemble en France. Et on est divorcés depuis 10 ans maintenant. Mais je dis ça parce que le fait de venir là et surtout le fait de faire du documentaire m'a montré à quel point je suis finalement attachée aussi à une partie de mes racines. Je dis une partie parce qu'il y a des choses que je ne prends pas là-dedans. Il y a cet enfermement que je ne prends pas. Il y a cette hypocrisie sociale que je rejette fondamentalement. Ceux qui disent non, il n'y a pas d'homosexuels chez nous. Non, évidemment que c'est faux. C'est un fait de nature et c'est universel. Et quand on était enfant, on voyait bien... on entendait les tantes murmurer entre elles un tel, son chat n'attrape pas de souris. On était enfant, on ne savait pas ce que ça voulait dire. Et puis dire sa femme, tel enfant c'est l'autre, tel enfant c'est l'autre. Regarde, ses oreilles ressemblent à un tel, son nez ressemble à un tel. Et puis c'est quand tu grandis que tu comprends qu'en fait l'homosexualité existe, mais on ferme les yeux et on donne de force une femme à un homosexuel. Et on sait très bien qu'il ne la touche pas. Et on sait très bien qu'il envoie un autre de nuit. Mais tant que ce n'est pas revendiqué comme ça au grand jour, on fait semblant de ne pas savoir. Et les bases de la société ne sont pas en danger. Et tout continue de fonctionner. Et on est content. Voilà. Et c'est cette hypocrisie-là que je ne supporte pas. Est-ce que votre pays vous manque? Certaines choses peuvent me manquer, effectivement. Certaines certaines personnes. Le grand regret que j'ai, c'est que je trouve que je n'arrive pas à faire assez pour toutes ces jeunes filles de mon pays, pour toutes ces femmes de mon pays qui ont besoin d'un miroir pour savoir qu'autre chose est possible. Les Invertueuses, ça a été énormément critiqué au FESPACO. C'est le plus gros festival du continent africain quand même. Et à la fois, dans ma chambre d'hôtel, à 1h du matin, je me fais réveiller, il était 1h30. On me dit, on te cherche en bas. Je me demandais ce que c'était. Et c'est des femmes qui étaient venues avec des présents, qui ne pouvaient pas venir en plein jour parce que c'était risqué pour elles, qui sont venues avec des présents
euh, qui ont envoyé un homme me chercher parce qu'elles étaient cachées à l'ombre, un peu plus loin de l'hôtel, et qui sont venus me remercier pour ce film et pour la force que ça va leur donner de peut-être oser quitter. Je ne suis pas pour le divorce, hein, c'est pas ça que je dis, mais il y en a qui étaient enfermés dans les vies qui ne les correspondaient absolument pas et qui s'étaient laissés convaincre qu'il était trop tard, qu'à leur âge, il n'y avait plus qu'à subir et attendre la fin, quoi. Et tout d'un coup, ce film venait dire autre chose et qui était dans une infinie reconnaissance d'entendre cette autre voix, cet autre son de cloche. Et j'aimerais pouvoir faire plus. Et mon regret, il est là. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Puis vous avez d'autres projets de films. La difficulté, c'est peut-être de trouver les financements. Mais... Trouver les producteurs déjà. Trouver les producteurs. Parce que quand on a le producteur qui a pion sur rue, le reste, ça peut suivre. Ça ne suit pas facilement parce que l'escarcelle de tout ça se réduit aussi considérablement plus le temps passe. Mais quand on a le producteur qui a son carnet d'adresses et qui a l'habitude de faire des projets financés, des gros projets, on peut espérer avancer. Mais quand on est comme moi, enfermé en Normandie avec ces projets, je porte une fiction depuis 20 ans et il n'est toujours pas fait. Et d'ailleurs, j'ai fait Les Invertueuses pour ouvrir la porte à cette fiction qui est sur la France-Afrique post-coloniale, inspirée d'une histoire vraie, un drame historique, qui au départ devait être un biopic et finalement est librement inspiré d'eux. Et en espérant qu'on va réussir à faire ça un jour. Je vais être obligée de vous laisser, de vous abandonner parce que le festival n'est pas terminé. Hein. On enregistre là le podcast en plein milieu. Merci beaucoup. Je pense que j'avais encore des questions à vous poser, mais on a dit pas mal de choses là. C'était génial. Je suis très contente de cet échange. C'était vraiment sincère. J'ai été très touchée par Les Invertueuses. Eh bien, vous en êtes une. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci infiniment.